Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 5 novembre 2017, 5 décembre 2017, voici la une du journal. Le processus de normalisation est en marche dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. À vivre dans la suite de notre série d'enquêtes, le soulagement à Muyuka et la résistance de la population à Bamenda. Le processus d'identification des abonnés à la téléphonie mobile s'enlise entre la vente libre des puces sur les trottoirs et le flou total sur le fichier des abonnés. Le 20h30 ouvre le dossier de l'imbroglio chez les opérateurs. Le processus d'inclusion sociale des classes vulnérables est enclenché. Le ministère des Affaires sociales lançait la Semaine nationale de la solidarité ce mardi à Yaoundé. Première journée à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. La CRTV, cette semaine, au cœur des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Deuxième mouvement ce soir avec nos reporters sur le terrain pour mesurer l'ampleur de la crise, identifier les acteurs et recueillir les solutions possibles. Premier tableau dans le sud-ouest, les villages Bafia et Mouniengue savourent maintenant leur libération après plus d'un mois sous la terreur de bandes armées, des terroristes sécessionnistes qui avaient pris ces villages en otage, prélevant impôts et rendant justice. L'intervention des forces de défense nationale a stoppé net le calvaire de nos concitoyens. L'armée célébrée à Muyuka, la fin d'un cauchemar, raconté ici par Rodrigue Bertrand-Thieneau, envoyé spécial. Et Mouniengue, de véritables mines de l'or brun en cabosse et en grains. Par ses richesses alléchées, c'est ici qu'un certain Armstrong, dit colonel ou général, qui fanfaronnait sur les réseaux sociaux, a décidé de transformer en réalité une chimérique république. Les populations vont vite déchanter. Ils bloquaient carrément les camions de passer. Ils ont empêché la brasserie même du Cameroun de vendre ici. Et ils ont fait peur aux acheteurs de cacao, de façon que, dans ce que je pense, certains qui ont eu peur sont même devenus leurs sponsors. Dans la ville, ils terrorisent les gens. S'il y a un problème, on peut leur dire, on vient te prendre chez toi, on t'amène là où ils étaient assis en roulant, on te menace, on te tape. On ne pouvait pas marcher en roue parce que le matin, comme ça, on ferme même la boutique. On marche avec le machette pour tuer les gens. Mon mari, c'est une censée au lycée. C'est mon mari qu'on avait marché avec lui en route pour lui dire qu'il n'a pas l'école, no school, no school. On avait poussé mon mari, même son moto, on avait le hameçon là, il a pris le couteau pour percer le haut. Il a aussi dit à mon mari qu'il va lui tuer. Nous allons voir de près le poste de commandement de l'officier supérieur de Pakoti, qui n'était autre chose que des salles de classe de l'école publique du village Bafia. Les populations tressaillent encore de peur en l'évoquant. Tu ne peux pas trouver deux personnes qui sont là pour prendre une bière ou pour causer. Donc quand on te voit un ou deux, on met de prendre, que le colonel veut te voir. Que le colonel Armstrong veut te voir. Et quand on te prend, on arrive chez le colonel Armstrong. Et quand tu donnes un fois, c'est 10 000 francs. On te donne 5 fois, c'est 50 000. On te donne 10 fois, c'est 100 000. Et quand on dit de payer même 400 000 francs, tu supplies même pour payer 100 000 francs. Après, quand tu quittes de là, tu ne peux pas directement à la maison, tu vas qu'à l'hôpital. Le calvaire a duré un peu plus d'un mois avant que n'interviennent les forces de défense et de sécurité. La nuit du 11 au 12, nous avons effectué un bouclage. Ce bouclage nous a permis de récupérer un certain nombre de matériel, d'interpeller un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui déférées auprès soit du tribunal militaire, soit des tribunaux de droit commun. Entre le 13 et le 17, et nous avons pu interpeller la bande de terroristes qui sévissait dans cette zone. Un jour inoubliable que racontent encore les téléphones. Un jour où les forces de défense ont été très applaudies. Pour ne plus revivre le cauchemar Armstrong, l'on sollicite la proximité des forces de sécurité. Je veux demander au président de construire une brigade ici parce que la distance même ici Muyuka c'est très long. Bafia et Mouniengue ont eu un avant-goût de ce que pourrait être le règne des promoteurs de la République chimérique.
Direction la région du Nord-Ouest où la crise a également pris une tournure meurtrière depuis le dernier mois d'octobre à la suite des villes mortes instaurées tous les lundis. Les terroristes ont continué de harceler les établissements scolaires, de brûler des édifices publics, de bastonner des écoliers. À chaque fois, ils ont agi à couvert par surprise pour perpétrer leur forfait. Notre envoyé spécial Serge Atangana-Bissot dresse ici une esquisse de bilan de cette sale guerre. Entre le feu des incendies criminels et le fer des balles ou des lames qui égorgent, la région du Nord-Ouest n'a pas fini de compter ses victimes. À l'envi, commençons par ce traquenard sanglant à Djakiri. Ils sont venus pour brûler le lycée technique, mais dérangés dans leur funeste besogne, ils se sont d'abord enfuis, puis sont revenus monter une souricière dans laquelle un gendarme a été pris. Un jeune père de famille, à peine marié traditionnellement, égorgé. À la suite de l'assassinat du gendarme-major John Lai Bienvenu à Djakiri, nous avons fait appel au front. 2 jours plus tard, ça nous a permis de retrouver l'arme qui avait été emportée par ces assassins. Bamenda-Ville, quand sonne le glas, égrène elle aussi son victimaire. 3 gendarmes tombés au sud-ouest sont ses enfants, issus de ses entrailles. Quartier Bayélé, le lycée bilingue, tel Fort Knox aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques jours, les lâches ont frappé. Un gendarme entraîné dans une traque et froidement abattu, à bout portant. Au quartier, il y a les gens, je peux dire, les gens qui veulent détruire notre système, mais chaque jour qu'on a l'opportunité à causer avec les enfants, on leur dit que l'établissement a effectivement démarré. Lui, c'est un héros de guerre. Ni les Boko Haram, encore moins Seleka et Anti-Balaka de Centrafrique, ne sont jamais passés aussi près de le soustraire à l'admiration de ses troupes, à l'amour de sa famille. C'était le 1er octobre 2017, à Ndou. Ça tire à gauche et à droite, il y a la panique, je descends. Je dis, faites-le rapidement, gagnons les délais. Pendant que je le fais, les gars s'exécutent et tout. Je dis, mais dépêchez-vous, je remonte. Quand je fais ça, bam! Et je ne comprends rien. Je dis, mais qui a tiré là vers l'arrière? J'entends un autre coup de feu. Je dis, mais qui tire là vers l'arrière? On me dit, mais non, mon colonel, on nous tire dessus. Quand ils veulent réagir avec la MAG et les autres armes, je leur dis, non, vous ne tirez pas. Ce n'est pas des ennemis. Prenons de la hauteur, ils comprendront plus tard. Les hommes tombent, les bâtiments crament. Internats incendiés à Bafout, véhicules des douanes brûlés, bureaux administratifs et lycées passés au feu à Kumbo. Bagdad comme l'ont rebaptisé les militaires. Le pire, c'est l'argent de l'APE qui a construit ces classes, équipé la salle informatique de près de 60 ordinateurs. C'est un campus qui grouille généralement de monde, un peu plus de 1500 élèves l'année avant la crise. Curiosité à laquelle devraient s'intéresser ceux qui enquêtent, c'est que les 2 bâtiments vandalisés, près de 17 millions de francs CFA envolés en fumée, ont été construits par les parents d'élèves, leur association. L'effort des uns détruit ainsi par la rage des autres. Merci Serge. On vous retrouve maintenant à Bamenda Downtown et à Upstation. Au bout d'un an de ce régime de ville morte et de terreur, les populations sont las exsangues. Si à Ndou et à Kumbo, l'on reste sous l'influence de ces terroristes, à Upstation Bamenda par exemple, près de 50% d'élèves sont maintenant à l'école. Même les motos-taximens rusent pour reprendre du service. Serge Atangana-Bissot raconte ici la résistance et la résilience même des populations de Bamenda. Un call-box isolé dans Commercial Avenue. Le jeune est couillu de se retrouver là, bravant le ghost town de ce lundi à Bamenda. C'est qu'il est prêt à tout pour gagner son beefsteak, manger son pain blanc. J'ai 25 ans maintenant, je ne peux pas continuer à être 25 ans toute ma vie. Je dois avoir quelque chose pour sourire. Je ne peux pas. Je suis le seul fils avec ma mère, j'ai ma petite soeur. Il ne faut pas être à la maison là.
toute la journée là. On va manger quoi. Vous n'avez pas peur? J'ai peur quand même, je dois sortir de la maison. Les départs du matin pour l'école, la leçon magistrale de courage face au règne de la terreur dans toute la région du Nord-Ouest. Bamendandou, Bafut, Kumbo et même à Bonchier, à la lisière du pays, les enfants ont repris leurs habitudes. C'est Charlemagne qui les fait lever, chaque jour un peu plus nombreux. Lundi le 27, on avait 56 000 élèves dans nos écoles. Et nous sommes arrivés jusqu'à en avoir 58 à un moment. Nous sommes à 35%. Ces trois fillettes du lycée technique de Nkambé se sont trouvées une parenté de destin. Camarades de banc, croisés de la résistance et de la ténacité, à apprendre à allier le bois au bois, en dépit de toute menace. Oui, ça continue toujours. Et vous faites comment les jours de guerre de Ghost Town? On vient toujours, on ne gère pas. Vous ne gérez pas, dis ça aux autres. On ne gère pas. On ne gère pas. Et retour en ville, à Bamenda, Upstation précisément. Il y en a parmi les mototaxis qui savent que 3 km à pied, ça use les souliers des écoliers. Ouais, les journées comme ça, là, je sors que le matin, je travaille que le matin. Ouais. Mais vers 12 heures comme ça, là, la route est sec, tout le monde rentre chez eux. De nous que les motomans qui sont dehors les jours, les lundis. Rolise a brisé le signe. Les autres guettent encore, impatients de reprendre une vie normale. Mais apeurés, car les lâches eux aussi guettent, épient, puis frappent. Il faut simplement se dire que ceux d'entre eux qui croupissent en prison à Manfé depuis quelques jours ne sont que le début d'une réponse énergique au meurtre et à la barbarie. Ici à Yaoundé, la session parlementaire se poursuit à l'Assemblée nationale et c'est bientôt la fin de l'oral des membres du gouvernement devant la Commission des finances et du budget. Depuis jeudi dernier, ils se seront succédés dans l'hémicycle pour justifier les fonds qui seront alloués à leurs différents départements ministériels en 2018. Et ce mardi, parole était donnée à 4 membres du gouvernement dans ce rituel. Le point avec Olivier Kingamouli. Ce sont les dernières heures et bientôt la Commission des finances et du budget aura achevé d'entendre le gouvernement sur son projet de performance 2018. Dans cette enveloppe globale de 4 513 milliards, le ministère des Postes et Télécommunications en demande 46, au centre de l'activité à venir, le relèvement du secteur postal. Nous sommes en train de travailler pour que la Poste soit un centre de vie sociale, d'inclusion financière. Parce qu'il y a un plan de redressement de la Poste pour qu'elle puisse offrir des services innovants qui rencontrent les attentes des usagers. Le budget global de l'État pourra, lui, enregistrer en 2018 une contribution nouvelle venant des domaines du cadastre et des affaires foncières. Révélation de Jacqueline Koumabessike devant la Commission. Le foncier, c'est vrai, c'est un facteur de production, mais également c'est une source de recettes qui demeure encore dans notre pays, non explorée et non exploitée. Nous allons donc nous atteler à cela pour que ce qu'il y a comme gisement en termes de recettes domaniales puisse être mobilisé et contribuer efficacement au budget de l'État qui en a besoin. Le plan d'urgence triennal est à son terme en 2018. Et le volet lié à l'activité du ministère de l'élevage, lui aussi, est arrivé à terme. Satisfaction que le docteur Itaga exprime devant la commission. Et 2018 permettra donc de lancer le projet de développement de l'élevage, alors qu'à l'agriculture, le grand recensement est annoncé. Il y a le développement rural, les infrastructures du monde rural, intensifiées pour suivre l'équipement du monde rural par rapport à ces infrastructures communautaires. Et il y a également une opération clé pour l'année 2018, c'est le recensement général de l'agriculture et de l'élevage que nous avons à conduire avec le ministère de l'élevage. 86 milliards pour l'agriculture et 35 pour l'élevage, des prétentions qui doivent encore être validées en séance plénière.
Également dans l'actualité, la Semaine nationale de la solidarité et de l'entrepreneuriat social qui bat son plein à travers le triangle national. Le coup d'envoi en était donné ce mardi au Palais des Sports par Madame le ministre des Affaires sociales. Occasion pour Pauline Irène Guéné de rappeler l'objectif de cet événement, la nécessaire inclusion sociale de toutes les personnes vulnérables au Cameroun. Le reportage de Catherine Toulou et Langa. Une foire aux petits métiers. Les personnes socialement vulnérables ont un large éventail d'activités que leur proposent les différentes structures qui exposent ici, à l'esplanade du Palais polyvalent des sports. Le Fonds national de l'emploi, les démembrements du ministère des Affaires sociales, mais aussi des particuliers pour proposer des pistes d'emploi et des formations. La première journée de la semaine de solidarité et de l'entrepreneuriat social est ainsi lancée. Un lancement officiel que le ministre des Affaires sociales place sous le signe de l'égalité sociale. Mettre ensemble toutes les actions en vue de prendre en charge, d'adresser les problèmes des personnes socialement vulnérables. C'est véritablement une occasion pour mobiliser, informer toutes les couches de la société envers les personnes socialement vulnérables. L'État a la charge d'organiser la prise en charge systématique des plus vulnérables de la société. C'est dans ce contexte que le ministère des Affaires sociales a mis en place cette politique qui vise à mobiliser l'ensemble de la société pour venir en aide aux personnes qui sont en permanence ou temporairement dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins primaires. Le dossier de la rédaction ce soir questionne l'effectivité de l'identification obligatoire pour les utilisateurs des téléphones portables. La mesure gouvernementale prise il y a 3 ans maintenant disait pas de puce téléphonique sans identification préalable du détenteur. Mais quelques semaines seulement après, les puces étaient de nouveau de retour en vente libre sur les trottoirs. Le régulateur, l'ART, vient de sonner la fin de cette récréation en infligeant une amende de 3,5 milliards à un opérateur assorti de la réduction de sa validité de licence d'1 an et demi. Des sanctions lourdes, mais pour quelle efficacité? Voici l'enquête de Daniel Mananga. Elle s'est rendue au carrefour Etoudi, chez les vendeurs ambulants. Bonjour madame. Bonjour, j'aimerais un plus, c'est possible monsieur? Et votre identité. Problème, la seule carte d'identité ne suffit pas. Selon le décret de septembre 2015, il faut s'entourer de plus de sécurité. Contexte d'attentat terroriste au Cameroun oblige. Alors, petite négligence des opérateurs. Sur le terrain, les commerciaux se défendent. Il faut une carte d'identité nationale. Vous avez accès à 3 puces. Si vous dépassez l'ordre de 3 puces, à plus de 3 puces, le serveur va m'indiquer je suis plus rigoureux. Il va dire que je veux l'argent, mais je ne voudrais pas que quelque chose vienne intervenir dans mon niveau, à mon niveau. Sans assumer son témoignage, ce vendeur mobile de puces de téléphone dit tout contrôler avec sa base. J'active par jour au gros 7 puces quand le marché est intense. Oui. Bon, si déjà on voit que je suis à plus de 26 jours, ça veut dire qu'il y a problème. Certains abonnés se sentent plus en règle lorsque l'achat est fait dans une direction de l'opérateur concerné. Je suis à la maison, j'ai acheté ma puce là-bas. En achetant, on m'identifie une fois. On s'identifie directement. Dans les maisons mères comme sur les trottoirs, il y a faille. Au-delà de la non-exigence de toutes les pièces à l'identification, il y a aussi le défaut de vérification de la carte d'identité face aux clients. Comment s'assurer par exemple qu'il ne s'agit pas de la pièce d'identité d'une personne décédée? Et on dit aujourd'hui, ce mardi, que la technologie doit être un levier majeur pour le développement. C'est là en tout cas l'ambition du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ambition affichée au Comité national de développement des technologies, instance qui tient sa 3e conférence annuelle depuis ce matin, ici à Yaoundé. Les enjeux de cette rencontre avec Lucie Colette Avolo. L'économie numérique est un facteur clé en tant qu'accélérateur de croissance. Au Cameroun, les chercheurs réalisent plusieurs études dans divers domaines.
Le data mining dans les entreprises, par exemple, permet réellement des gains de productivité. Le data mining est un outil qui permet, d'une part, de rendre les entreprises plus performantes, d'autre part, d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est une technique qui permet d'utiliser les données de l'entreprise, comme par exemple les tickets de caisse, pour pouvoir extraire des connaissances à partir de ces données. Le suiveur solaire et la fabrication numérique d'objets réels en impression 3D sont tout aussi des technologies numériques innovantes. Vous pouvez avoir besoin d'une paire de chaussures et la fabriquer vous-même chez vous grâce à de l'impression 3D, sans avoir besoin d'un fournisseur. Avec de l'impression 3D, vous pouvez avoir besoin, par exemple, de fabriquer votre tasse chez vous. Vous la fabriquez avec le modèle que vous avez vous-même inventé. On peut faire également de la médecine. On peut fabriquer des tissus vivants avec de l'impression 3D. Par exemple, des tissus musculaires. À l'étranger, cette technologie est déjà expérimentée. Mais en Afrique et particulièrement au Cameroun, les autorités ne l'ont pas encore implémenté. En ce qui concerne les suiveurs solaires, il est question de concevoir et de réaliser un système qui suit le soleil tout au long de la journée. Reste plus maintenant qu'à vulgariser toute cette technologie. Retour dans la région du Sud-Ouest où l'offre de formation professionnelle était évaluée hier lundi par le ministre Zakari Périvet. Escale majeure, le centre d'excellence de Bonadi-Kombo à Limbe, où le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle a pu apprécier l'aspect pratique des enseignements dispensés. Brigitte Mbozé est à Boya. Sous son uniforme de plombier, Païda manie aussi bien la meule électrique que ses autres camarades de sexe masculin. Même ambiance studieuse dans les ateliers d'automation, de soudure industrielle et d'hôtellerie. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle effectue une visite d'évaluation au centre d'excellence de Bonadi-Kombo à Limbe. J'ai été particulièrement heureux de voir qu'il y a des apprenants qui sont enthousiastes, des enseignants qui sont très enthousiastes. Je rentre donc heureux faire un bon rapport à mes patrons en disant que ça a bien commencé. Même le passage du ministre et sa suite ne perturbe pas les enseignants et les apprenants qui ont le cœur à l'ouvrage. Et ma foi, les fruits commencent à tenir la promesse des fleurs. J'ai cru comprendre, même les entreprises cherchent vraiment à établir des partenariats. D'ailleurs, on m'a signalé qu'on a signé beaucoup de choses avec les industriels. Le centre d'excellence de Bonadi-Kombo est l'un des 3 centres de formation à l'employabilité des jeunes dont dispose le Cameroun. Yaoundé, capitale du cinéma de langue française, la 5e édition des trophées du cinéma francophone s'est ouverte hier lundi dans la capitale. L'événement annonce 15 jours de projection et d'échange autour de 28 films en compétition, dont 3 productions camerounaises. La CRTV est partenaire de cette édition aux côtés de TV5 Monde. Le point du jour, Agnès Solange-Abessolo. Bonjour bébé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais bien, merci de t'inquiéter. Sérieusement, tu comptes me laisser là? Ces jeunes acteurs tentent d'assimiler des techniques d'écoute nouvelles avec de vieilles dragues réformées. Pour répondre, tu dois d'abord écouter ce que dit l'autre. Oui, tu dois écouter ce que dit l'autre. Parce que l'écoute, quand vous voyez nos films, on a l'impression qu'on se débarrasse du texte. C'est-à-dire l'autre parle, l'autre attend seulement qu'il réponde. Écoute, séduction et compréhension, les ficelles même du métier d'acteur. Au niveau technique, au niveau pratique, il faut préparer ce que l'on va dire après avoir écouté ce que l'autre a dit. Si l'autre t'a dit quelque chose de bien, on va lire ça sur ton visage, on va lire ça sur tes gestes. Si l'autre t'a dit quelque chose qui t'énerve, on va lire ça sur ton regard, on va lire ça sur ta mimique pendant qu'il parle.
Le but de l'atelier conduit par l'un des meilleurs comédiens de sa génération, Daniel Do, est donc justement de transmettre à la jeune fleur du cinéma des connaissances que celle acquise jusqu'ici. Venue ici, je me rends compte que je connais vraiment pas grand-chose. Je me mettais dans la peau du personnage, mais je n'avais pas les connaissances techniques qu'il faut pour appréhender réellement le personnage. Et jusque-là donc, Estelle a toujours fait confiance à son instinct, comme tous les autres d'ailleurs, sans vraiment maîtriser la pédagogie de l'interprétation de l'acteur. Une façon de faire qui fragilise encore plus le cinéma camerounais. Ils vont donc pendant 5 jours bénéficier des acquis distillés par les aînés dans le métier, et c'est l'un des événements associés au Trophée francophone du cinéma qui ont démarré le 3 décembre dernier. Actualité à suivre tout au long de cette semaine donc et des semaines à venir. Repartons dans les coulisses de la récente rencontre de l'Union de la presse francophone à Conakry. Les débats qui portaient sur journalisme, investigation et transparence étaient agrémentés pour certains participants par d'excellents buffets concoctés par un chef camerounais. Il est à la tête de la cuisine d'un hôtel 5 étoiles à Conakry. Voici Joël Minkoa au fourneau, portrait brossé par Martine Noël Ndengue. Une enseigne qui en impose dans Conakry, le Noum Hotel. En cuisine, le 237 francs du gallon, un fier étonne trône au fourneau. J'ai fait une formation dans une école hôtelière au Cameroun. J'ai travaillé dans un 4 étoiles où j'étais commis. J'ai fait 7 ans dans l'hôtel là. La belle aventure n'a guère plus d'1 an et 6 mois, le même âge que l'établissement hôtelier 5 étoiles. Joël Minkoa a embarqué dès l'ouverture, commandant d'un bord d'une quarantaine de cuisiniers et d'apprentis. Je me suis dit, ben voilà, il faut que je dois faire une carrière internationale. Là, j'ai voyagé en 2011. J'ai travaillé au Radisson Blu, Dakar. Je suis allé en Sierra Leone. Ça bouge, ça bouillonne en cuisine. Sauce d'arachide au poulet, sauce tomate. Les mets cuisent sous la supervision de chef Joël. La réputation de ce lion indomptable des écuelles n'est plus à faire. Il est professionnel, il gère bien sa partie. Joël Minkoa est camerounais. Le ndolé et autres se mangent à Conakry désormais. À 36 ans, avec toute l'expérience accumulée, le natif des Phoques dans la Léquié, région du centre, s'est fait un plaisir de régaler les Camerounais de l'UPF de passage en Guinée. Ils lui ont rappelé le pays dont il rêve entre 2 mai de revenir servir. En attendant, le chef camerounais continue de chatouiller les papilles des clients de l'hôtel avec une de ses spécialités, les fruits de mer assaisonnés au poivre blanc de Penja, sa touche personnelle. Bon appétit si vous êtes à table ce soir. La page des sports du 20h30, le Cameroun qui sollicite l'expertise gabonaise pour un accompagnement dans l'organisation de la CAN 2019. Une délégation du comité gabonais d'organisation de la CAN 2017 vient de poser les jalons de cette future collaboration à Yaoundé à travers des séances de travail dont celle qui a rassemblé le ministre de la Communication, les cadres du ministère des Sports et des officiels de la FECAFOOT. Le compte rendu, Charlie Mérinos Liato. La qualité de l'organisation gabonaise lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations lui a valu une mention honorable de la CAF. Cet héritage, le Cameroun voudrait s'en imprégner pour rehausser la CAN 2019 à domicile. La rencontre entre le ministre de la Communication et le haut-commissaire du COCAN 2017 marque les premiers pas d'une collaboration fructueuse. Nous sommes venus pour échanger, donner ce que nous avons à nos frères du Cameroun pour qu'ils réussissent aussi sur le volet organisationnel. Le rendez-vous de la jeunesse africaine en juin 2019. Dans un esprit fraternel, le champ d'expertise gabonaise va s'étendre à toutes les commissions de la CAN 2019. La prise de contact avec les cadres du ministère des Sports et les officiers de la FECAFOOT a déjà permis de mesurer les attentes. Il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à modeler par rapport à notre organisation. Lorsque vous avez une manifestation comme celle qui nous attend en 2019 et vous avez la chance d'avoir
un voisin qui l'a organisé et qui a eu, comme vous l'avez entendu, la palme d'or de l'organisation. Profiter de cette expérience. Le rôle central de la communication, la bonne gestion de la billetterie et la production du signal TV sont quelques points évoqués et dont la bonne maîtrise garantirait au Cameroun la palme d'or des pays organisateurs de la CAN. Du handball également, pour prendre des nouvelles du mondial féminin, les Lions sont passés à côté de la victoire ce mardi. Elles se sont inclinées sur le score de 29 à 22 face aux Hollandaises, vice-championnes du monde en titre. Dur cette troisième défaite des Camerounaises dans ce championnat. L'espoir reste maintenant une victoire dans les deux dernières rencontres de cette phase de poule. Monique Félicité Chouane fait le point. Les Lions ont enregistré leur meilleur score de la compétition jusqu'ici. 29 à 22, 7 points d'écart contre les Hollandaises, vice-championnes du monde en titre. Les Camerounaises montent ainsi d'un cran dans ce championnat du monde auquel elles participent pour la deuxième fois de leur histoire après celui de 2005 en Russie. On pouvait vraiment battre la Hollande et malheureusement, sinon on s'est battu jusqu'à la fin et on a donné le meilleur de nous-mêmes. Au-delà de la simple participation honorable, les Lyonnaises ont sorti leurs griffes sur le plan défensif et sur le plan offensif. Elles se sont mises au niveau de leur adversaire. À la mi-temps, la Hollande a mené au score 14 à 8. Les Lions ont tenu leur adversaire à la gorge, mais l'expérience néerlandaise a prévalu. On a manqué d'expérience surtout au niveau de la défense. Parce qu'on prend beaucoup de 2 minutes, on a trop de sanctions. Ce qui fait qu'on joue pratiquement longtemps en infériorité numérique. Donc c'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes dans ce championnat du monde. Le Cameroun est toujours à la quête d'une victoire dans cette phase de poule. Berthe Onoukou et ses coéquipières affronteront la Corée du Sud ce mercredi et la Chine vendredi. Et on dit bonne chance aux Lions du handball. C'est la fin de ce 20h30. L'essentiel à retenir, il y avait la deuxième partie de la série de reportages inédits de la CRTV sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce soir, le soulagement à Mouyouka, libéré de la terreur des sécessionnistes et la résistance des populations à Bamenda. Il y avait également le dossier de la rédaction sur le point des anomalies dans l'identification des abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, vente libre des puces et abonnés injoignables. Voilà les mots. Et puis la semaine de la solidarité et de l'entrepreneuriat social lancée ce mardi à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, qui annonce la prise en charge systématique des personnes vulnérables au Cameroun. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Marthe Adam Vondo. D'autres informations à minuit, vous serez en compagnie de Elvis Teke et de Dieudonné Zra. Je vous souhaite très belle soirée sur la CRTV et je vous dis à demain 20h30. Lancé. Un lancement officiel que le ministre des Affaires sociales place sous le signe de l'égalité sociale. Mettre ensemble toutes les actions en vue de prendre en charge, d'adresser les problèmes des personnes socialement vulnérables. C'est véritablement une occasion pour mobiliser, informer toutes les couches de la société envers les personnes socialement vulnérables. L'État a la charge d'organiser la prise en charge systématique des plus vulnérables de la société. C'est dans ce contexte que le ministère des Affaires sociales a mis en place cette politique qui vise à mobiliser l'ensemble de la société pour venir en aide aux personnes qui sont en permanence ou temporairement dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins primaires. Le dossier de la rédaction ce soir questionne l'effectivité de l'identification obligatoire pour les utilisateurs des téléphones portables. La mesure gouvernementale prise il y a 3 ans maintenant disait pas de puce téléphonique sans identification préalable du détenteur. Mais quelques semaines seulement après, les puces étaient de nouveau de retour
en vente libre sur les trottoirs. Le régulateur, l'ART, vient de sonner la fin de cette récréation en infligeant une amende de 3,5 milliards à un opérateur assorti de la réduction de sa validité de licence d'1 an et demi. Des sanctions lourdes, mais pour quelle efficacité? Voici l'enquête de Daniel Mananga. Elle s'est rendue au carrefour Etoudi, chez les vendeurs ambulants. Bonjour madame. Bonjour, j'aimerais un plus, c'est possible monsieur? Et votre identité. Problème, la seule carte d'identité ne suffit pas. Selon le décret de septembre 2015, il faut s'entourer de plus de sécurité. Contexte d'attentat terroriste au Cameroun oblige. Alors, petite négligence des opérateurs. Sur le terrain, les commerciaux se défendent. Il faut une carte d'identité nationale. Vous avez accès à 3 puces. Si vous dépassez l'ordre de 3 puces, à plus de 3 puces, le serveur va m'indiquer. Je suis plus rigoureux. Il va dire que je veux l'argent, mais je ne voudrais pas que quelque chose vienne intervenir dans mon niveau, à mon niveau. Sans assumer son témoignage, ce vendeur mobile de puces de téléphone dit tout contrôler avec sa base. J'active par jour au gros 7 puces quand le marché est intense. Oui. Bon, si déjà on voit que je suis à plus de 26 jours, ça veut dire qu'il y a problème. Certains abonnés se sentent plus en règle lorsque l'achat est fait dans une direction de l'opérateur concerné. Je suis à la maison, j'ai acheté ma puce là-bas. En achetant, on m'identifie une fois. On s'identifie directement. Dans les maisons mères comme sur les trottoirs, il y a faille. Au-delà de la non-exigence de toutes les pièces à l'identification, il y a aussi le défaut de vérification de la carte d'identité face aux clients. Comment s'assurer par exemple qu'il ne s'agit pas de la pièce d'identité d'une personne décédée? Et on dit aujourd'hui, ce mardi, que la technologie doit être un levier majeur pour le développement. C'est là en tout cas l'ambition du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ambition affichée au Comité national de développement des technologies, instance qui tient sa 3e conférence annuelle depuis ce matin, ici à Yaoundé. Les enjeux de cette rencontre avec Lucie Colette Avolo. L'économie numérique est un facteur clé en tant qu'accélérateur de croissance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 5 novembre 2017, 5 décembre 2017, voici la une du journal. Le processus de normalisation est en marche dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. À vivre dans la suite de notre série d'enquêtes, le soulagement à Mouyoka et la résistance de la population à Bamenda. Le processus d'identification des abonnés à la téléphonie mobile s'enlise entre la vente libre des puces sur les trottoirs et le flou total sur le fichier des abonnés. Le 20h30 ouvre le dossier de l'imbroglio chez les opérateurs. Le processus d'inclusion sociale des classes vulnérables est enclenché. Le ministère des Affaires sociales lançait la Semaine nationale de la solidarité ce mardi à Yaoundé. Première journée à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. La CRTV, cette semaine au cœur des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Deuxième mouvement ce soir avec nos reporters sur le terrain pour mesurer l'ampleur de la crise, identifier les acteurs et recueillir les solutions possibles. Premier tableau dans le sud-ouest, les villages Bafia et Mouniengue savourent maintenant leur libération après plus d'un mois sous la terreur de bandes armées, des terroristes sécessionnistes qui avaient pris ces villages en otage, prélevant impôts et rendant justice. L'intervention des forces de défense nationale a stoppé net le calvaire de nos concitoyens. L'armée célébrait à Mouyoka la fin d'un cauchemar, raconté ici par Rodrigue Bertrand-Thieneau, envoyé spécial.
Bafia et Mouniengue, de véritables mines de l'or brun en cabosse et en grains. Par ses richesses alléchées, c'est ici qu'un certain Armstrong, dit colonel ou général, qui fanfaronnait sur les réseaux sociaux, a décidé de transformer en réalité une chimérique république. Les populations vont vite déchanter. Ils bloquaient carrément les camions de passer. Ils ont empêché la brasserie même du Cameroun de vendre ici. Et ils ont fait peur aux acheteurs de cacao, de façon que, dans ce que je pense, certains qui ont eu peur sont même devenus leurs sponsors. Dans la ville, ils terrorisent les gens. S'il y a un problème, on peut leur dire, on vient te prendre chez toi, on t'amène là où ils étaient assis en roulant, on te menace, on te tape. On ne pouvait pas marcher en roue parce que le matin, comme ça, on ferme même la boutique. On marche avec le machette pour tuer les gens. Mon mari, c'est une censée au lycée. C'est mon mari qu'on avait marché avec lui en route pour lui dire qu'il n'a pas l'école, no school. On avait poussé mon mari, même son moto, on avait le hameçon là, il a pris le couteau pour percer le haut. Il a aussi dit à mon mari qu'il va lui tuer. Nous allons voir de près le poste de commandement de l'officier supérieur de Pakoti, qui n'était autre chose que des salles de classe de l'école publique du village Bafia. Les populations tressaillent encore de peur en l'évoquant. Tu ne peux pas trouver deux personnes qui sont là pour prendre une bière ou pour causer. Donc quand on te voit un ou deux, on met de prendre, que le collègue veut te voir. Que le collègue... On dehors les jours, les lundis. Rolise a brisé le signe. Les autres guettent encore, impatients de reprendre une vie normale. Mais apeurés, car les lâches eux aussi guettent. Épient, puis frappent. Il faut simplement se dire que ceux d'entre eux qui croupissent en prison à Manfé depuis quelques jours ne sont que le début d'une réponse énergique au meurtre et à la barbarie. Ici à Yaoundé, la session parlementaire se poursuit à l'Assemblée nationale et c'est bientôt la fin de l'oral des membres du gouvernement devant la Commission des finances et du budget. Depuis jeudi dernier, ils se seront succédés dans l'hémicycle pour justifier les fonds qui seront alloués à leurs différents départements ministériels en 2018. Et ce mardi, parole était donnée à 4 membres du gouvernement dans ce rituel. Le point avec Olivier Kingamouli. Ce sont les dernières heures et bientôt la Commission des finances et du budget aura achevé d'entendre le gouvernement sur son projet de performance 2018. Dans cette enveloppe globale de 4 513 milliards, le ministère des Postes et Télécommunications en demande 46, au centre de l'activité à venir, le relèvement du secteur postal. Nous sommes en train de travailler pour que la Poste soit un centre de vie sociale, d'inclusion financière, parce qu'il y a un plan de redressement de la Poste pour qu'elle puisse offrir des services innovants qui rencontrent les attentes des usagers. Le budget global de l'État pourra, lui, enregistrer en 2018 une contribution nouvelle venant des domaines du cadastre et des affaires foncières. Révélation de Jacqueline Koumabessike devant la Commission. Le foncier, c'est vrai, c'est un facteur de production, mais également c'est une source de recettes qui demeure encore dans notre pays, non explorée et non exploitée. Nous allons donc nous atteler à cela pour que ce qu'il y a comme gisement en termes de recettes domaniales puisse être mobilisé et contribuer efficacement au budget de l'État qui en a besoin. Le plan d'urgence triennal est à son terme en 2018. Et le volet lié à l'activité du ministère de l'élevage, lui aussi, est arrivé à terme. Satisfaction que le docteur Itaga exprime devant la commission. Et 2018 permettra donc de lancer le projet de développement de l'élevage, alors qu'à l'agriculture, le grand recensement est annoncé. Il y a le développement rural, les infrastructures du monde rural, intensifier, poursuivre l'équipement du monde rural par rapport à ces infrastructures communautaires. Et il y a également une opération clé pour l'année 2018, c'est le recensement général de l'agriculture et de l'élevage que nous avons à conduire avec le ministère de l'élevage. 86 milliards pour l'agriculture et 35 pour l'élevage, des prétentions qui doivent encore être validées en séance plénière.
Également dans l'actualité, la Semaine nationale de la solidarité et de l'entrepreneuriat social qui bat son plein à travers le triangle national. Le coup d'envoi en était donné ce mardi au Palais des Sports par Madame le ministre des Affaires sociales. Occasion pour Pauline Irène Guéné de rappeler l'objectif de cet événement, la nécessaire inclusion sociale de toutes les personnes vulnérables au Cameroun. Le reportage de Catherine Toulou et Langa. Une foire aux petits métiers. Les personnes socialement vulnérables ont un large éventail d'activités que leur proposent les différentes structures qui exposent ici, à l'esplanade du Palais polyvalent des sports. Le Fonds national de l'emploi, les démembrements du ministère des Affaires sociales, mais aussi des particuliers pour proposer des pistes d'emploi et des formations. La première journée de la semaine de solidarité et de l'entrepreneuriat social est ainsi. Quand je fais ça, bam! Et je ne comprends rien. Je dis, mais qui a tiré là vers l'arrière? J'entends un autre coup de feu. Je dis, mais qui tire là vers l'arrière? On me dit, mais non, mon colonel, on nous tire dessus. Quand ils veulent réagir avec la MAG et les autres armes, je leur dis, non, vous ne tirez pas. Ce n'est pas des ennemis. Prenons de la hauteur, ils comprendront plus tard. Les hommes tombent, les bâtiments crament. Internats incendiés à Bafout, véhicules des douanes brûlés, bureaux administratifs et lycées passés au feu à Kumbo. Bagdad, comme l'ont rebaptisé les militaires. Le pire, c'est l'argent de l'APE qui a construit ces classes, équipé la salle informatique de près de 60 ordinateurs. C'est un campus qui grouille généralement de monde, un peu plus de 1500 élèves l'année avant la crise. Curiosité à laquelle devraient s'intéresser ceux qui enquêtent, c'est que les deux bâtiments vandalisés, près de 17 millions de francs CFA envolés en fumée, ont été construits par les parents d'élèves, leur association. L'effort des uns détruit ainsi par la rage des autres. Merci Serge. On vous retrouve maintenant à Bamenda Downtown et à Upstation. Au bout d'un an de ce régime de ville morte et de terreur, les populations sont las exsangues. Si à Ndou et à Kumbo, l'on reste sous l'influence de ces terroristes, à Upstation Bamenda par exemple, près de 50% d'élèves sont maintenant à l'école. Même les motos-taximens rusent pour reprendre du service. Serge Atanganabiso raconte ici la résistance et la résilience même des populations de Bamenda. Un call-box isolé dans Commercial Avenue. Le jeune est couillu de se retrouver là, bravant le ghost town de ce lundi à Bamenda. C'est qu'il est prêt à tout pour gagner son beefsteak, manger son pain blanc. J'ai 25 ans maintenant, je ne peux pas continuer à être 25 ans toute ma vie. Je dois avoir quelque chose pour sourire. Je ne peux pas. Je suis le seul fils avec ma mère, j'ai ma petite soeur. On ne peut pas être à la maison toute la journée. Là. On va manger. Vous n'avez pas peur? J'ai peur quand même, j'étais sorti de la maison. Les départs du matin pour l'école. La leçon magistrale de courage face au règne de la terreur dans toute la région du Nord-Ouest. Bamenda Ndou, Bafout, Kumbo et même à Bonchier, à la lisière du pays, les enfants ont repris leurs habitudes. C'est Charlemagne qui les fait lever, chaque jour un peu plus nombreux. Lundi le 27, on avait 56 000 élèves dans nos écoles. Et nous sommes arrivés jusqu'à en avoir 58 à un moment. Nous sommes à 35%. Ces trois fillettes du lycée technique de Nkambé se sont trouvées une parenté de destin. Camarades de banc, croisés de la résistance et de la ténacité à apprendre à allier le bois au bois, en dépit de toute menace. Oui, ça continue toujours. Et vous faites comment les jours de guerre de Ghost Town? On vient toujours, on ne gère pas. Vous ne gérez pas, dis ça aux deux. On ne gère pas. On ne gère pas. Et retour en ville, à Bamenda, Upstation précisément. Il y en a parmi les mototaxis qui savent que 3 km à pied, ça use les souliers des écoliers. Ouais, les journées comme ça, là, je sors que le matin, je travaille que le matin. Ouais. Mais vers 12 heures comme ça, là, la route est sec, tout le monde rentre chez eux. De nous que les motomans qui sont... Colonel Armstrong veut te voir. Et quand on te prend, on arrive chez Colonel Armstrong.
Et quand tu donnes un fois, c'est 10 000 francs. On te donne 5 fois, c'est 50 000. On te donne 10 fois, c'est 100 000. Et quand on dit de payer même 400 000 francs, tu supplies même pour payer 100 000 francs. Après, quand tu quittes là, tu ne peux pas directement à la maison, tu vas à l'hôpital. Le calvaire a duré un peu plus d'1 mois avant que n'interviennent les forces de défense et de sécurité. La nuit du 11 au 12, nous avons effectué un bouclage. Ce bouclage nous a permis de récupérer un certain nombre de matériel, d'interpeller un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui déférées auprès soit du tribunal militaire, soit des tribunaux de droit commun. Entre le 13 et le 17, et nous avons pu interpeller la bande de terroristes qui sévissait dans cette zone. Un jour inoubliable que racontent encore les téléphones. Un jour où les forces de défense ont été très applaudies. Pour ne plus revivre le cauchemar Armstrong, l'on sollicite la proximité des forces de sécurité. Je veux demander au président de construire une brigade ici parce que la distance même ici Mouyouka c'est très long. Bafia et Mouniengue ont eu un avant-goût de ce que pourrait être le règne des promoteurs de la République chimérique. Direction la région du Nord-Ouest où la crise a également pris une tournure meurtrière depuis le dernier mois d'octobre à la suite des villes mortes instaurées tous les lundis. Les terroristes ont continué de harceler les établissements scolaires, de brûler des édifices publics, de bastonner des écoliers. À chaque fois, ils ont agi à couvert par surprise pour perpétrer leur forfait. Notre envoyé spécial Serge Atanganabiso dresse ici une esquisse de bilan de cette sale guerre. Entre le feu des incendies criminels et le fer des balles ou des lames qui égorgent, la région du Nord-Ouest n'a pas fini de compter ses victimes. À l'envi, commençons par ce traquenard sanglant à Djakiri. Ils sont venus pour brûler le lycée technique, mais dérangés dans leur funeste besogne, ils se sont d'abord enfuis, puis sont revenus monter une souricière dans laquelle un gendarme a été pris. Un jeune père de famille, à peine marié traditionnellement, égorgé. À la suite de l'assassinat du gendarme-major John Lai Bienvenu à Djakiri, nous avons fait appel au front. 2 jours plus tard, ça nous a permis de retrouver l'arme qui avait été emportée par ces assassins. Bamendaville, Canson-le-Glas et Graine, elles aussi sont victimaires. 3 gendarmes tombés au sud-ouest sont ses enfants, issus de ses entrailles. Quartier Bayélé, le lycée bilingue, tel Fort Knox aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques jours, les lâches ont frappé un gendarme entraîné dans une traque et froidement abattu, à bout portant. Au quartier, il y a les gens, je peux dire, les gens qui veulent détruire notre système, mais chaque jour qu'on a l'opportunité à causer avec les enfants, on leur dit que l'établissement a effectivement démarré. Lui, c'est un héros de guerre. Ni les Boko Haram, encore moins Seleka et Anti-Balaka de Centrafrique, ne sont jamais passés aussi près de le soustraire à l'admiration de ses troupes, à l'amour de sa famille. C'était le 1er octobre 2017, à Ndou. Ça tire à gauche et à droite, il y a la panique, je descends. Je dis, faites-le rapidement, gagnons les délais. Pendant que je le fais, les gars s'exécutent et tout et tout. Je dis, mais dépêchez-vous, je remonte.